Monsieur le Président de l'Académie royale de Belgique, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale, Madame la Présidente du bureau du Collège Belgique, Monsieur le professeur au Collège de France, vous qui êtes notre invité et notre orateur de ce soir, Monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale de Belgique, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le conseiller culturel et scientifique, directeur du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, représentant son Excellence Madame l'ambassadeur de France, Monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire auprès de l'ambassade de France, Monsieur l'auditeur général du Conseil d'État, Messieurs les conseillers provinciaux, je n'en ai pas encore vu beaucoup, mais peut-être y en a-t-il perdu dans la salle, Madame la vice-rectrice de l'université de Namur, Messieurs les professeurs et professeurs émérites des universités, Monsieur le commissaire divisionnaire de la police fédérale, Madame l'inspecteur général de l'enseignement et de la formation de la province de Namur, Mesdames et Messieurs, très chers amis, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Pour préparer ce petit mot d'ouverture, qui en compte en réalité lui-même un plus grand nombre, je veux dire 2 mots, pour cette séance de rentrée à Namur du Collège Belgique, c'est toujours pour moi un moment particulier. C'est un moment qui contrebalance l'inquiétude de la page blanche par le plaisir de la recherche et qui camoufle ma très souvent relative ignorance quant au sujet abordé par l'orateur, et c'est particulièrement le cas ce soir, sous quelques couches de figures de style entrecoupées de citations. Alors, avant de me lancer dans ce périlleux exercice, périlleux tant pour ma réputation que pour l'agrément de la soirée et le plaisir de l'auditoire, je voudrais une fois encore faire état de toute ma gratitude à l'égard de l'Académie thérésienne et de son secrétaire perpétuel, Didier Vivier, ainsi qu'à l'égard du Collège Belgique, de sa présidente, du président de l'Académie, de la présidente du Collège Belgique et du nouvel administrateur délégué et aussi de toute leur équipe. Je voudrais leur témoigner ma gratitude sincère pour maintenir vivace la dynamique du Collège Belgique en terre namuroise. Nous en avons parlé il y a quelques instants, mon cher Didier, qui est le premier endroit de son implantation hors Bruxelles, il y a de cela 10 ans maintenant. Alors, des projets aptes à consolider la démarche et à la démultiplier ont en outre déjà été discutés récemment entre nous. Je ne peux que m'en féliciter. Car vous le savez, j'ai naguère craint un moment, mon cher Hervé, que ce qui à mes yeux pouvait s'apparenter à un abus d'essaimage, compte tenu de la petitesse de notre territoire wallon et d'une possible volatilité de sa chalandise, ne se révèle contre-productif et néfaste pour la vitalité du Collège Belgique dans notre capitale wallonne. Je dois bien constater aujourd'hui que mes craintes, si elles étaient légitimes, ne se sont pas à ce jour avérées fondées. Alors mon erreur me réjouit. Il est de ces erreurs qui parfois réjouissent. Je sais aussi de ce fait que pour l'instant, je n'ai rien d'une Cassandre. Et à propos de présage, j'ai remarqué que cette 11e prise de parole, en ce qui me concerne, par le simple fait de son numéro d'ordre, charriait de son côté son lot de symboles funestes. Entre 11 septembre 1973, 11 septembre 2001 et 11 mars 2011, de la Takama à Fukushima, en passant par le World Trade Center, le chiffre 11 est de sombre réputation, lui dont la somme avec ses 10 prédécesseurs donne 66, le chiffre de Satan. Alors allez, je me reprends, car je me rends compte que la superstition facile dont mes paroles se parent est certes commode pour donner de l'effet et du volume à une introduction qui n'était a priori promise qu'à la convenance et à la banalité, mais qu'elle est inadéquate et sonne un peu, voire beaucoup faux, dans un lieu de connaissance, un lieu de raison et de science, tel que le Collège Belgique. Alors, notre orateur de ce soir pourrait en outre voir dans mon propos liminaire un seuil un peu glissant, alors que la porte qu'il est venu nous ouvrir n'est ni basse ni étroite, et qu'au contraire, elle ouvre largement sur le savoir. Mesdames et messieurs, familiers de Machiavel, avec qui il a passé ses étés sur France Inter, Patrick Boucheron dit du plus honni et incompris des Florentins de la fin du XVe et du début du XVIe siècle qu'il est un blagueur, et du président français qu'il est un Machiavel à l'envers. Alors quand le paradoxe rencontre un soupçon de provocation, mais aux vertus pédagogiques, cela donne un historien phénomène. Phénomène, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui le qualifie ainsi, professeur au Collège de France et qui, à ses heures perdues, se prend non pour le roi de Prusse,
mais pour le roi de France. Et si je vous dis que choisir 146 dates pour l'histoire mondiale de la France qu'il a coordonné fait de ce dernier ouvrage un intouchable, je retomberai à nouveau dans les travers de la numérologie, de la symbolique mathématique, voire de la facilité, ce que je viens de m'interdire. Alors aujourd'hui, à la faveur de sa leçon inaugurale, il va être pour nous un ouvreur de porte, un huissier savant, un appariteur des secrets d'un patrimoine municipal multicentenaire, quand celui-ci apparaît lui-même comme le décodeur des visées politiques d'une cité et de ses ambitions, comme l'un des instruments de son affirmation, comme la chronique de la défaite d'un prince flamboyant ou la future feuille de route de condottières aventuriers, comme un porteur de messages aux citoyens qui l'habitent autant qu'à la postérité. Cher Patrick Boucheron, vous savez mieux que quiconque que les portes ont toujours fasciné les hommes, de celles qui ne s'ouvrent qu'en présence du bon sésame, à celles qu'on doit prendre avec honte pour sanction de notre indiscipline, de celles qui obligent à s'incliner quand on sollicite l'entrée au lieu qu'elles protègent, à celle du paradis, que ce soit version Michael Cimino ou Baptistère de Florence, de celles dont les claquements sont synonymes d'infamie et d'oubli, à celles qu'on élève pour célébrer la gloire des vainqueurs. Car ces arcs de triomphe portent d'une autre nature sont sans doute souvent des éléphants pétrifiés, mais ils sont également, voire la plupart du temps, des pierres de souffrance assemblées par un mortier de sang. Ils sont aussi des portes ouvertes placées sur le chemin de l'histoire des peuples que, faute de battants, personne ne peut refermer, si ce n'est en les réduisant en miettes. Alors, professeur, vous allez dans quelques instants nous dire si la Porta Romana de Milan n'est rien de tout cela ou un peu tout à la fois. En Belgique, on dit des gouverneurs de province qu'ils sont des ouvreurs de portes. C'est donc avec honneur et plaisir que je vous ai ce mercredi ouvert largement le portail de ce palais provincial et de son éphémère extension pour reconstruire le temps de votre conférence la porte milanaise et tous ses secrets. Et pour terminer, eh bien, je vous en confie déjà un. Il paraît que ce serait à l'ombre de son embrasure que Léonard aurait jadis rencontré Machiavel. Très belle soirée à toutes et à tous, et j'en profite également pour vous présenter tous mes vœux pour cette année qui vient de débuter. Monsieur le gouverneur, cher Denis, monsieur le président de l'Académie, cher Daniel, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire, cher Hervé, monsieur l'attaché culturel et scientifique de l'ambassade de France, mesdames, messieurs, tout d'abord et avant tout, mes vœux d'épanouissement intellectuel pour cette année 2019 au cœur du Collège Belgique, et mes remerciements d'emblée au gouverneur de la province de Namur pour son accueil toujours chaleureux, qui ne s'émousse pas, même après 10 ans, et qui nous fait chaud au cœur parce que c'est très important. C'était une politique initiée par mon prédécesseur que de sortir des murs du palais des académies de la rue du Cal et de venir un petit peu partout et de plus en plus en Wallonie. Et maintenant, d'ailleurs, aussi à Paris, pour un cycle du Collège Belgique, à Paris, à la délégation générale de la communauté française, à Paris, boulevard Saint-Germain. Parce que je pense que le Collège Belgique, c'est plus que jamais du dynamisme. Le programme vient de sortir. Il y a plus de 130 cours-conférences qui seront organisés en 2019, dont 24 à Namur, ce qui prouve le dynamisme à Namur, et puis de plus en plus des cycles de conférences, et notamment aussi à Namur sur différentes grandes questions de l'habitabilité de la Terre et des planètes, un cycle de 12 heures qui permet aussi une mise en confrontation avec les étudiants de l'université, et notamment de l'université de Namur, et j'en profite pour saluer sa vice-rectrice à la recherche. C'est aussi en 2019 une nouvelle chaire, francophone certes, mais non française. Il y en a. C'est une chaire du Québec qui nous permettra, et que nous inaugurerons à Bruxelles le 7 février, qui nous permettra d'accueillir
2 fois par an parmi les plus grandes personnalités scientifiques du monde québécois. Mais l'Académie, d'une certaine manière, on la voudrait à l'image de notre conférencier d'aujourd'hui. À la fois une institution sérieuse et ouverte, c'est évidemment le Patrick Boucheron du pouvoir de bâtir, mais aussi de cette ouverture entre l'espace public et l'histoire, les palais de la ville. C'est une institution collective qui a envie de faire travailler différentes disciplines, différents collègues. C'est le Patrick Boucheron, meneur d'hommes dans des projets collectifs comme l'histoire du monde au XVe siècle, par exemple. C'est une institution engagée. Le gouverneur vient de parler de cet extraordinaire livre collectif qu'est La France, l'histoire mondiale de la France, qui est évidemment une œuvre engagée, et on voudrait que l'Académie continue à l'être. C'est aussi, je pense, une institution qui, en dépit de son histoire, est une institution innovante, parfois provocante. Et on citait Léonard et Machiavel, effectivement. C'est une manière un peu provocante de construire une histoire, l'histoire non révélée par les sources ou pas totalement révélée par les sources. Donc, il y a effectivement dans le profil de notre invité aujourd'hui, et je l'en remercie, et à travers lui, tout le Collège de France, qui nous soutient dans notre cycle du Collège Belgique. Il y a, à travers le profil de notre conférencier d'aujourd'hui, je l'espère, aussi une sorte d'image de notre Académie royale de Belgique. Je vous remercie pour votre présence et je cède immédiatement la parole à Claude Tomberg qui préside et avec beaucoup d'efficacité le bureau du Collège Belgique. Merci à tous. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que nous ouvrons ce soir la 11e session annuelle du Collège Belgique à Namur. Voilà déjà 10 ans que le Collège Belgique propose des cours-conférences ici à Namur. 10 ans. Des noces d'étain en quelque sorte. À l'image de ce métal, à la fois solide mais également malléable, le Collège Belgique propose chaque année un programme original, variés, basés sur des sujets de société, basés sur les dernières connaissances scientifiques et les actualités culturelles, proposant des réflexions sur des sujets de société brûlants, interrogeant les perspectives d'avenir sans concession, avec lucidité, mais également avec l'espoir de favoriser la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. C'est en effet en 2009 que s'est déroulée la première session annuelle du Collège Belgique ici à Namur, capitale de la Wallonie. Et c'est dans un souci d'élargir l'accès des conférences à un large public que Hervé Asquin, fondateur avisé du Collège Belgique, avait alors souhaité étendre ses activités en Wallonie. Monsieur le gouverneur, il avait pu compter sur votre appui. Vous aviez, avec une grande lucidité, perçu tout le pouvoir sociétal du Collège Belgique et vous êtes depuis un soutien inconditionnel de ce Collège Belgique. Soyez-en chaleureusement remerciés. Vous nous ouvrez chaque année les portes de ce magnifique palais provincial et de sa chapelle, où se déroulent les conférences qui sont devenues en ce lieu des sortes d'homélies d'un style nouveau, accessibles gratuitement à tous les citoyens. En effet, si le succès du Collège Belgique ne faiblit pas, bien au contraire, c'est qu'il répond notamment à un besoin grandissant d'informations aux sources validées, loin des fake news, des informations non vérifiées. En effet, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes assaillis d'informations diverses et variées dans des domaines que bien souvent nous ne maîtrisons pas, ou tout du moins, dont nous ne maîtrisons pas toutes les nuances et subtilités. Et c'est là un des rôles des cours-conférences, apporter une synthèse objective
éclairant des éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. C'est en quelque sorte apporter une ouverture d'esprit qui ne soit pas une fracture du crâne. C'est aussi attirer notre attention sur toutes ces choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. Le besoin des connaissances telles que révélées par le succès du Collège Belgique est sans doute également lié à une inquiétude palpable face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Et il s'agit là de défis conséquents, car jamais au cours de l'évolution de nos cerveaux d'Homo sapiens, les révolutions technologiques et les modifications des modes d'apprentissage n'ont été aussi rapides. De plus, ils touchent potentiellement à notre télos, à notre nature même d'homme, par la possible augmentation de l'humain par la biomécanique. Cette année, le Collège Belgique sera encore au centre de ses préoccupations sociétales. On y parlera des nouvelles frontières de la médecine, des immunodéficiences primaires, du rôle de la médiation au milieu hospitalier, mais également des droits de l'enfant dans l'environnement numérique, de la beauté du livre, des origines des textes bibliques, de la féminisation du vocabulaire, de la féminité, des relations entre les océans, l'atmosphère et le climat, de l'impact des choix éthiques sur l'économie et le climat. On parlera d'architecture, des membres wallons, de Léonard de Vinci, mais également de la voix de Mozart. Et l'écriture nous fera voyager de la vallée des rois à la Silicon Valley. De plus, cette année, notre secrétaire perpétuel nous en a déjà touché un mot, le Collège Belgique propose un nouveau format de cycle de 5 à 6 conférences regroupées autour d'un thème commun. Et nous serons cette année informés des conditions d'habitabilité de la planète, des perspectives d'avenir des missions spatiales, de la santé des astronautes, des perspectives de vie sur Mars et de l'intérêt scientifique des météorites. Évidemment, tout cela ne serait pas possible sans l'équipe du Collège Belgique qui se démène sans compter pour proposer les programmes, organiser les cours, accueillir le public, enregistrer les sessions et les poster sur le site l'académie.tv. Et je voudrais ici remercier en notre nom à tous Jean-Pierre Devroy, qui, il y a un an, reprenait les rênes du Collège Belgique en tant qu'administrateur délégué. Il a assuré cette relève de main de maître, se dépensant sans compter pour assurer le succès du Collège Belgique. Et je voudrais l'en remercier très chaleureusement, ainsi que Stéphanie Kless et Vanessa Colombana, qui gèrent le Collège Belgique ici à Namur, Léonore Poncin et Alice Pringel, qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles, Kevin Saladé, qui gère le Collège Belgique à Charleroi, Loredane Abusemi, qui réalise les graphismes, et notre équipe de preneurs de son et d'images, Nevzat Mohamed et Colin Pivin. Une équipe dynamique et efficace, donc, sans qui nous ne serions pas en mesure de vous proposer ce programme. Je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique, les académiciens et les orateurs qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps pour assurer des conférences de haut vol. Et c'est assurément une conférence de haut vol que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant. Et je cède la parole à Jean-Pierre Devroy qui va nous présenter notre prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2019 et que les cours conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer. Voilà enfin que vous apercevez la Porta Romana et son Cicéroné. Et il me revient aujourd'hui, comme médiéviste, de le présenter et d'introduire son sujet. Alors, Patrick Boucheron a intitulé l'un de ses livres récemment réédité « Faire profession d'historien ». L'ouvrage qui était tiré de son dossier d'habilitation est plus qu'une simple allusion à l'apologie pour l'histoire au métier d'historien, achevé par Marc Bloch le 10 mai 1941. Il fait profession, c'est-à-dire qu'il manifeste et s'explique ouvertement
sur la raison déontologique, sur les devoirs qui fondent le métier d'historien. La portée de cet engagement est évidemment intellectuelle et morale et tient tout entière dans la méthode historique. Pour reprendre une expression qui lui est chère, cette morale de l'exactitude impose à l'historien d'analyser et d'exposer objectivement tout ce qu'il a compris de ce qu'il a trouvé. Et afin que d'autres puissent reprendre l'enquête et en contrarier les scénarios, d'exposer tout ce que l'on a trouvé sans le comprendre. Cette morale de l'exactitude nous oblige à l'exhaustivité et à l'exposition des doutes et des contradictions dans ces notes de bas de page qui en restituent les traces et les hésitations. Cette exigence de justification est un outil de citoyenneté indispensable à l'heure des réseaux sociaux et de la post-vérité, ou pour citer la définition de l'Oxford English Dictionary, où les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion. Élu en 2015 au Collège de France pour occuper la chaire d'Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle, Patrick Boucheron a consacré les leçons de ces 4 années aux fictions et aux inventions médiévales du politique, ou, comme il le dit, à l'observation de l'art politique des recommencements. Comment les récits, les images et les figures, les mises en scène et les liturgies du passé, en revenant dans le moment présent, ont-ils la capacité de transformer le temps politique? Dans l'émergence de figures extraordinaires ou étranges du politique, aujourd'hui face à la crise des Gilets jaunes par exemple, comment échapper à la fascination de la nouveauté, à l'aspect inouï et inattendu des événements en cours? Que signifie en termes d'émotion et d'expérience collective la guillotine ou le bonnet phrygien dont se piquent les ronds-points occupés par ce mouvement populaire? Quelle est la fonction de représentation, la capacité de mobilisation dans le présent de ces recommencements? L'historien, écrit-il, doit mettre à distance, mais devant soi, c'est-à-dire être à la fois dans et à distance du présent qui nous percute. Et l'histoire elle-même doit être capable d'accueillir ce qui la déborde. Le médiéviste peut y contribuer en pistant la trace et en étudiant l'aura des figures du passé. Patrick Boucheron nous en donnera l'exemple aujourd'hui en observant les bas-reliefs de la Porta Romana de Milan. En 1162, Frédéric Barberousse semblait avoir éradiqué, en ordonnant sa destruction, la ville et la commune de Milan. En 1167, la création de la Ligue lombarde, tiens, voilà un recommencement, jeta les bases de la victoire des communes sur le pouvoir impérial. Dans le programme iconographique de la Porta Romana en 1171, les Milanais, écrit-il, se représentent comme des citoyens qui reprennent pied dans leur propre histoire, qui reconstruisent leur présent, qui reconquièrent un avenir en se laissant guider par une figure d'un passé qui ne passe pas, saint Ambroise. La figure de l'évêque et du patron de la cité au IVe siècle est ainsi l'objet d'une réactualisation contemporaine et d'un devenir historique qui dit au peuple de Milan avec quelle figure et quel récit il sera en capacité de lutter et de triompher de l'empereur germanique. Selon Walter Benjamin, qui nous est cher Patrick, à tous les deux, la connaissance du passé ressemble à l'acte par lequel, à l'homme, au moment d'un danger soudain, se présentera un souvenir qui le sauve. Ce programme oblige l'historien à accorder autant d'attention aux vainqueurs qu'aux vaincus, aux réalisations et aux succès qu'aux utopies et aux défaites.
Comme le Collège de France, le Collège Belgique est simultanément un lieu de savoir et de réflexion qui incarne et rend possible l'engagement citoyen en donnant à entendre et à débattre l'actualité de la science. Je suis particulièrement heureux de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de penser à nos fictions politiques. Vous aviez évoqué dans un autre livre le tableau du bon gouvernement de Sienne, qui nous évoque l'idéal politique heureux des républiques communales italiennes. Avec la Porta Romana, vous abordez une autre manière de faire commune, dans la lutte de Milan pour l'autonomie politique et la liberté. Si l'on veut bien y songer, en choisissant de s'appeler commune, les Parisiens de 1793 ou de 1871, en construisant ou en reconstruisant dans leur cœur de cité des hôtels de ville de style médiévaux, les bourgeois du XIXe siècle ont voulu recommencer les expérimentations médiévales qui leur ont permis à leur tour de réinventer des possibles. Et je vous laisse à présent immédiatement la parole. Mesdames, Messieurs, comme c'est agréable et comme c'est difficile en même temps de prendre la parole après des mots si aimables, si encourageants, si entraînants, qui m'obligent à être devant vous et à tenter quelque chose, à tenter cette expérience de prendre non seulement la parole, mais quelque chose comme la mesure du temps qui nous reste, du temps qui nous sera donné pour commencer ou recommencer. Mesdames, Messieurs, j'épuiserai mon temps de parole et sans doute votre patience pour vous dire mon émotion et ma reconnaissance, pour vous remercier d'être là, remercier celles et ceux qui rendent possible cette ouverture, vous dire combien, Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur l'administrateur et professeur et cher Jean-Pierre, combien au fond nous sommes sensibles, en tout cas au Collège de France, dans cette institution que je m'honore ici de représenter, mais je ne me ferai jamais à l'idée que je pourrais parler en son nom. Combien il est important pour nous effectivement d'aller ici, chez vous, au Collège Belgique, poursuivre l'expérience. Cette expérience, c'est celle, vous l'avez dit, chacune et chacun d'entre vous, d'un savoir exigeant mais adressé, d'une manière, au fond, de mettre la science devant la société. La science que je tente d'illustrer et de défendre est une science qui est effectivement, vous l'avez dit, chacun de votre façon, matinée de littérature, mais qui va chercher, je dirais, dans la littérature ou même plus globalement dans la poésie, ces leçons d'exactitude. J'ai la chance d'enseigner dans une institution, j'allais dire une université, car je ne me fais pas à l'idée que je ne pourrais pas employer le plus beau mot, au fond, de notre langue commune, puisqu'il désigne l'universel. Une institution où, effectivement, à parts égales, des sciences expérimentales et des sciences, disons, des humanités peuvent s'exprimer. Alors, je me souviens, effectivement, de cette étonnante apostrophe que Nabokov, à ses élèves américains, avait lancé. Il leur disait soyez inventifs comme des scientifiques et rigoureux comme des poètes. Alors, intimidés, ses élèves lui ont dit maître, je crois que vous vous êtes trompé. Il disait non, non, je ne me suis pas trompé. Et je répète, inventifs comme des scientifiques. Et pour travailler avec eux, je sais combien il avait raison. Et rigoureux comme des poètes.
J'essaierai de commencer cette rapide évocation du temps de l'expérience, puisque Jean-Pierre Devroy l'a dit mieux que je ne saurais le dire. C'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire de notre capacité à s'emparer du souvenir qui peut nous sauver, de la possibilité, au fond, de relancer notre expérience à partir justement de ce substrat médiéval. Je vais tenter de le faire effectivement en posant d'abord une question toute simple, poétique au sens où les enfants peuvent imaginer ce que c'est que la poésie. Où est le passé? Que devient le temps lorsqu'il n'est plus là? Est-ce que simplement on le pousse devant nous, qu'il disparaît toujours à l'horizon comme une tige qui croît et qui, d'une certaine manière, ne laisse rien derrière elle? Est-ce que c'est ça le temps, cette poussée végétative? Ou est-ce qu'au contraire, il laisse quelque chose à nos pieds qu'il nous faudrait, à un moment donné, relever? Qu'il y aurait, comme dans le passé, des promesses non tenues, des ressources d'intelligibilité, de courage, ce qui nous donnerait effectivement, oui, peut-être l'énergie de recommencer. Où est le passé? Je viens de le dire, la représentation la plus commune, c'est la représentation archéologique. Le passé serait sous nos pieds. Et alors, nous ne connaîtrions du passé que ses affleurements les plus récents. Et alors, toute histoire serait par nature régressive. Elle serait, d'une certaine manière, une contre-marche. Elle partirait de l'aujourd'hui pour aller chercher dans hier ce que, au fond, il secrète de nos propres hantises. Mais en même temps, cette métaphore archéologique a ses limites parce qu'elle tendrait à nous faire croire qu'il y a dans le passé une assise solide sur laquelle on pourrait fonder nos certitudes. Et c'est de la fondation dont je voudrais parler. Fonder et exclure. Tel est le titre du propos que je voudrais vous adresser. Fonder, c'est effectivement un mot médiéval, un mot qui renvoie à la fois, je dirais, aux fondations archéologiques ou architecturales et religieuses de nos propres régimes de gouvernement. Fonder, ça veut dire à la fois trouver les bases sur un socle ancien pour architecturer notre manière de vivre ensemble, mais ça veut dire aussi trouver l'énergie, la force de réarmer sans cesse des rituels de fondation et de refondation dans le rythme même de la vie sociale. Et ça veut dire aussi penser que ces fondations sont heureuses. Tout ça, dans le foisonnement du latin médiéval, fundamentum peut le dire. Or, effectivement, je cherche dans le passé médiéval davantage qu'une origine, un commencement ou un recommencement. Au sens de l'archéologie, sans doute d'une arché, c'est-à-dire d'un commencement qui n'est pas un commandement. Car évidemment, c'est cela qui ne va pas avec la notion d'origine. Ce serait l'idée qu'il y a quelque chose dans le passé qui nous intime l'ordre d'y rester. Et là, je ne parle plus latin, je parle grec, car l'arché produit à la fois, effectivement, l'archéologie et l'archonte, c'est-à-dire à la fois la science des commencements et l'art de commander. Or, nous ne voulons pas être commandés par nos commencements. Et pourtant, c'est toujours dans le passé que l'on trouve effectivement les ressources pour recommencer. L'expérience politique dont je voudrais vous parler, elle est médiévale.
Elle est médiévale et ça nous engage dans un passé dépassé, mais qui n'est pas hors d'usage. Un passé avec lequel nous sommes séparés. Entre le passé médiéval et nous, il y a un gouffre, et ce gouffre, il est révolutionnaire. Et donc, il n'y a pas... le fil est rompu, même si, bien sûr, tu as raison, les ouvriers révoltés de 1871, lorsqu'ils réarment le sens explosif, insurrectionnel du mot commune, ils renvoient à 1793 et par rebond, ils renvoient à cette première aventure de la liberté qui est que le Moyen-Âge a été pour toute l'Europe, j'insiste pour toute l'Europe, le moment, sans doute hétérogène, hasardeux, discontinu, des aventures de la liberté où s'invente quelque chose comme l'émancipation urbaine. Je travaille sur l'Italie et je m'empresse de dire que la commune italienne, glorifiée aujourd'hui, y compris pour de mauvaises raisons, dans la Ligue lombarde, ce n'est pas une exception, c'est une accentuation d'un phénomène européen. Et cette accentuation, elle doit rendre compte effectivement d'un certain rapport au passé. Et pour le montrer ou pour le suggérer, oui, j'ai choisi une histoire milanaise. En mars 1171, les consuls de la ville de Milan commandèrent des bas-reliefs destinés à exalter la force morale d'une communauté politique qui avait su se relever de ses ruines. Et ces sculptures commémoratives que je vais vous faire voir tout à l'heure furent apposées sur la Porta Romana, qui par son architecture même, par son nom, exaltait la ville de Milan comme la nouvelle Rome. Faisons les présentations. Milan, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est en Italie, dans l'Italie impériale, une des 4 capitales de l'Empire romain. C'est une des plus puissantes cités de sa partie occidentale. Et c'est à l'époque communale, comme le dit Jean-Claude Mervigueur plaisamment, le leader du monde libre, c'est-à-dire, au fond, la première commune italienne. Davantage que Sienne ou Florence, qui ont su, avec talent, nous faire croire le contraire, la commune, la première commune, la plus puissante, la plus crainte, la plus redoutée des empereurs, c'est Milan. Et c'est effectivement Milan qui, par 2 fois, d'abord effectivement dans les années 1160 contre l'empereur Frédéric Ier Barberousse, et une 2e fois, car effectivement l'histoire recommence toujours, contre le petit-fils de Frédéric Ier, Frédéric II. C'est Milan donc qui a su liguer toutes les cités italiennes pour défendre cette nouvelle idée, qui est celle de l'autonomie urbaine, de l'émancipation communale. Et on pourrait faire une histoire très glorieuse de ça. On doit peut-être la faire. Et la Porta Romana de Milan ne serait pas le mauvais endroit pour le faire, car les historiens de l'art nous disent, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire et de le dire après eux, que c'est le premier programme de l'art communal. Je vais vous parler de sculptures, qui sont les premières sculptures, on va dire simplement laïques, de l'art occidental. Un programme qui se déploie solennellement, majestueusement, avec une très grande ambition, et qui n'a aucun référent, enfin pas tout à fait, vous allez voir, dans l'histoire sainte, dans l'histoire biblique, mais au contraire, qui
est un programme proprement monumental au sens où il porte la mémoire d'un événement historique qui est un événement du passé récent et, pour tout dire, cuisant, la destruction de la ville par l'empereur Frédéric Ier Barberousse en 1162, la constitution de la Ligue lombarde dont Milan prend la tête et le retour, enfin, des Milanais dans leur cité reconquise le 27 avril 1167. Donc, en quelques années, Milan, une des plus anciennes, une des plus prestigieuses villes occidentales, fut détruite et reconstruite, réinventée davantage que restaurée. Et c'est cela qui est donné à voir sur les bas-reliefs de la Porta Romana. Les Milanais ont été expulsés de leur ville et y font un retour triomphal, guidé par leur évêque. Super. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'inquiète là-dedans. Et c'est pour cela que je ne prendrai jamais l'assise médiévale pour un socle intangible. Être historien, pour moi, c'est aller creuser dans ce passé le plus actuel, celui qui bouge encore sous nos pieds, précisément parce qu'il bouge encore et qu'il est faillé d'incertitude. Parce qu'au moment glorieux où la cité se refonde, elle semble exclure. Fonder et exclure. Exclure quoi? Exclure qui? Les ennemis de la liberté, l'empereur, d'accord. Les ariens, c'est-à-dire les hérétiques, pourquoi pas? Les juifs, c'est ce qu'on va voir. Comment, au fond, fonder une communauté sans exclure, sans définir un nous agressif qui serait au fond quelque chose comme la clôture d'une société sur elle-même. C'est de cela dont il va effectivement s'agir. Pour comprendre ça, je dois d'abord vous rappeler combien la destruction de la ville par Frédéric Barberousse est fondatrice de la conscience civique milanaise. Et s'intègre dans une séquence chronologique qui est décisive pour l'histoire du gouvernement communal. Dans un texte célèbre qui est la fameuse description de ce pays de ville qu'est l'Italie en 1157, Othon, évêque de Freising, s'émerveille et s'indigne en même temps de la puissance économique et politique et de l'insolence des élites de ces communes qui se gouvernent désormais ayant pour modèle, je le cite, l'intelligence des anciens Romains. Ayant pour modèle l'intelligence des anciens Romains. Je regarde ces villes et je vous invite à les regarder avec moi, avec les yeux d'un évêque allemand, bougon, qui passe les Alpes et qui voit quelque chose qui le choque. Qu'est-ce qui le choque? Et c'est intéressant de saisir ce paysage qui nous est familier, un pays de ville, où justement, avec l'étonnement de celui qui le découvre pour la première fois. Othon de Freising, qui est l'oncle de Frédéric Barberousse, à un moment où Frédéric Barberousse se souvient que l'Italie est une terre d'empire, que c'est en train de partir de travers, cette histoire, c'est-à-dire concrètement que les villes sont en train de se gouverner elles-mêmes et il veut reprendre ses droits dans l'Italie. Et donc il va voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, chose étrange, les nobles, les puissants vivent en ville. C'est ça la différence. De cette différence procèdent toutes les autres. On n'est plus dans un Moyen-Âge qui est celui que l'on connaît, qui est fondé sur la ruralisation
des élites, c'est l'inurbamento, c'est le fait que les élites vivent en ville. Et ça change tout. Car elles inventent effectivement un mode de se gouverner qui n'a rien à voir avec la structure impériale, qui est incompréhensible dans le lexique politique de l'Empire. Je cite Otto von Freising. Ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. Consul. Le mot est éclatant et sonore, comme un souvenir roman. Il ne désigne rien autre que ce que le verbe latin consulere dit, c'est-à-dire délibérer. Les consuls, ce sont les magistrats élus par la commune depuis la fin du XIe siècle qui prennent en charge le gouvernement du commun. Ces consuls élus délibèrent, rendent la justice, sont dédaigneux des droits de l'empereur sur l'Italie. Leur prince, à qui ils devraient d'eux-mêmes montrer une respectueuse obéissance, ils ne l'accueillent presque jamais avec respect, et à ces décisions prises dans le respect des lois, ils ne se montrent pas obéissants. Et parmi ces communes récalcitrantes, Milan tient le premier rang, non seulement en raison de sa taille, écrit toujours Otto von Freising, que je suis pour plus de commodité, en homme résolu, mais de sa taille et du nombre de ses hommes résolus, mais aussi du fait de son audace à attaquer tous ses voisins sans aucunement craindre la majesté du prince. Eh bien, ce prince majestueux, qui est Frédéric Barberousse, l'oncle d'Otto de Freising, pour qui l'évêque écrit Segesta Frederici, il a décidé, effectivement, je l'ai dit, de recouvrer ses droits souverains sur cette terre d'empire qu'est l'Italie. L'année suivante, en 1158, il passe les Alpes, il assiège Milan, qui capitule en septembre, il convoque une diète à Roncaglia le 11 novembre 1158, au cours de laquelle il réaffirme sa souveraineté, et commence alors une grande confrontation militaire avec la première Ligue lombarde, entraînant une intensification du conflit avec la papauté. On voit très bien qu'il y a une rupture de fidélité, par exemple dans les actes publics milanais, que je connais un peu moins mal que les autres. Eh bien, dès les années 1160, Frédéric n'est plus appelé Dominus, mais Teutonicus. Voilà, c'est le teuton. Donc, d'une certaine manière, l'empereur est ramené à ses origines. Vous voyez, c'est une société qui est en train de s'inventer, mais qui est en train de s'inventer aussi dans une clôture et avec déjà des préjugés nationaux. Alors, le drame des historiens, c'est qu'ils savent la fin de l'histoire. Nous savons que l'épreuve de force débouchera ultimement sur la victoire de Legnano le 29 mai 1176, qui va obliger l'empereur à signer la paix de Constance, qui reconnaît les libertés acquises par les villes. Mais c'était vraiment pas gagné, c'était vraiment pas écrit. Et là, on est plutôt dans ces années 1160, où les premières victoires sont impériales, où Milan paye notamment son agressivité vis-à-vis de tous ses puissants voisins. Hein, c'est ce que Otto de Freising disait. Elle est évidemment dans une logique expansionniste, et où il n'est pas difficile pour l'empereur de trouver à Crémone, à Brescia, à Bergame, des alliés pour attaquer Milan, dont on ordonne la destruction et l'expulsion de ses habitants le 10 mars 1162. Alors là, vous êtes historienne ou historien, et vous avez des chroniques impériales qui disent le 10 mars 1162, l'empereur Frédéric Barberousse, après avoir victorieusement assiégé Milan, ordonne
la destruction de la ville et l'expulsion des habitants. Et vous n'y croyez pas. Parce que vous dites que ce n'est pas possible de détruire une ville et d'expulser ses habitants. Or, aussi étonnant que ça puisse paraître, il semble bien que cette expulsion ait été effective. On parle d'une ville qui, c'est difficile à estimer, mais a peut-être 60, 80 000 habitants. Les Milanais ont effectivement, probablement, quitté la ville pour s'installer dans ces faubourgs. Et cet exil est documenté par des archives notariales qui indiquent que les citoyens, d'ailleurs, n'avaient pas perdu la disponibilité juridique de leurs biens en ville, mais qu'ils sont projetés à l'extérieur de la cité. Il y a, non pas des quartiers, parce qu'il n'y en a pas 4, ce sont des sestiers, mais donc des parts d'une ville qui est une ville ronde, et au-delà des... tiens, je peux vous la faire voir, cette ville, après tout. Voilà, elle est là. Hop. Donc, c'est par là qu'on voit. Voilà. Voilà Milan à l'époque communale. Vous voyez que c'est une ville qui est globalement ronde, qui est, contrairement à Namur, toujours engoncée. Il n'y a pas cette belle respiration urbaine où les différentes enceintes augmentent au fur et à mesure que se densifie la population et l'espace urbanisé. Non, là, on avait un premier mur, des premiers murs maximiens, donc du IIIe siècle, qui sont globalement quadrangulaires et qui prennent, disons, les équipements romains de cette ville qui était, je le répète, dans sa monumentalité, une ville romaine. Et puis elle devient effectivement cette ville ronde qu'elle est toujours aujourd'hui, car c'est une ville de plaine, une ville proprement radioconcentrique, à partir de cette enceinte du XIIe siècle. Et il y a 6 portes. La Porta Romana, vous la voyez, elle donne évidemment accès à la voie de Rome, la Porta Orientale, la Porta Nuova, et puis la Porta Ticinese, et ça veut dire celle qui va à Pavie, la Porta Comacina, celle qui va à Côme, etc. Et donc, on sait, par les archives notariales, que eh bien, les habitants ont été expulsés, proprement expulsés, et donc vont par projection au-delà des faubourgs que leur assigne leur région, enfin en tout cas leur sestier de résidence. Entre octobre 1161 et mars 1167, eh bien, on a une lacune documentaire dans les archives publiques, ce qui tend à prouver, sinon l'extinction de la vie politique, du moins l'interruption des institutions consulaires. On a le testament d'un prêtre, pardon, je parle de petites choses, mais on n'a que ça. On est des historiens, donc l'histoire est une science indiciaire. Donc ce sont uniquement des traces de phénomènes plus massifs qu'on ne peut saisir. On a le testament d'un prêtre qui est nommé Aliprando, qui est passé sous notaire à la fin du mois de décembre 1166, et qui, effectivement, on voit qu'en 1166, il est en train de mourir, et il dit, voilà, je me suis installé dans le bourg de San Siro, là où il y a le stade actuellement, San Siro, et puis mon neveu m'a construit une cabane, et puis j'attends qu'on me donne l'ordre, ou en tout cas l'autorisation de revenir à Milan. Donc probablement... nous ne savons pas si Aliprando est mort avant le retour en 1167, mais il y a au moins 5 ans où les Milanais sont hors de leur maison. Quand même, imaginez ce que ça veut dire. Donc, aussi étonnant que ça puisse sembler, cette expulsion, elle a été effective. Est-ce le cas aussi de la destruction de Milan ? Là, en revanche, il faut être plus prudent. On chercherait en vain des preuves archéologiques de la ruine du bâti à l'intérieur de l'enceinte. Et de toute façon, les armées impériales n'avaient pas les moyens de détruire toute une ville. La destruction impériale n'implique pas ici de fureur urbanicide. Ce qui est anéanti n'est pas l'espace urbain, mais au fond,
l'ambition politique qui s'y exprimait à travers ces signes de monumentalité. Pour détruire une ville au sens médiéval, il suffit de décapiter les tours, d'araser l'enceinte, de profaner certains autels, de voler les reliques. Et le vol de reliques le plus traumatisant pour les Milanais, c'est les rois mages. Oui, ils avaient les rois mages quand même, c'est pas rien. Et les rois mages, en 1164, ils partent en 1164, ils partent à Cologne. Donc, au fond, c'est moins un geste, je disais urbanicide, c'est-à-dire de haine de la ville, qu'un châtiment urbain qui consiste à infliger au corps de la ville une blessure symbolique, selon la rhétorique de l'humiliation publique, en arasant l'enceinte de Milan, en décapitant ses portes. L'empereur a accompli un geste souverain, savamment dramatisé, un rituel public d'humiliation qui consiste à imposer à la ville la mémoire d'un souvenir infamant. Et la chose étrange, c'est que l'identité de Milan, c'est ça. C'est cette identité blessée. C'est cette destruction. Elle se souvient de sa destruction. Et si les sources narratives milanaises exaltent par la suite la reconstruction de l'enceinte, l'année même de la constitution de la Ligue lombarde en 1167, comme un geste de refondation, c'est pour conjurer la mémoire douloureuse de cette scène originelle où Milan fut comme prise au piège de la logique radio-concentrique qu'elle imprimait à son urbanisme, parce qu'on avait évidemment demandé aux bergamasques de détruire la porte de Bergame, aux habitants de Côme de détruire la Porta Comacina, etc. Donc, au fond, tout autant que la reconstruction de l'enceinte, sa destruction ritualisée par l'empereur Frédéric Barberousse fonde donc l'identité politique de la commune milanaise dans la conscience de son malheur. C'est, on peut dire, effectivement, une identité malheureuse qui fonde effectivement sa valeur, qui se fonde sur une destruction. Et ce paradoxe, il s'exprime fréquemment d'ailleurs dans les récits de fondation, dans les romans de fondation des cités italiennes, car ceux-ci mettent souvent en scène la figure d'un héros fondateur qui est ambigu, qui est souvent un traître, un exilé, parfois un tyrannicide, un homme qui cherche sa vengeance, mais dont l'héroïsme consiste toujours d'une certaine manière à assumer sa violence. Au commencement de la cité, telle qu'elle raconte le roman de ses origines, se trouve toujours un acte de violence, comme si le destin contraignait au fond la ville de prendre naissance dans un péché originel. C'est pour moi, je crois, un trait anthropologique fondamental qui permet au fond d'avancer cette hypothèse que je vais tenter de vous donner à voir de la violence de la fondation. Non seulement le fait qu'une fondation, qu'on peut fonder une conscience politique dans le souvenir d'un malheur en commun, mais que, ce faisant, on donne à voir une nature anthropologique plus profonde du pouvoir, qui est que l'acte de fonder est toujours un acte violent. Alors, la voilà, cette Porta Romana. Eh bien, à un moment, il faut vous la faire voir. Non, je ne peux pas vous la faire voir parce qu'elle a été détruite. Elle a été détruite peu de temps après, justement, que cette gravure ait été produite. Là, c'est une gravure de 1793. Il faudrait rester un petit peu sur les images, si vous le voulez bien. Voilà.
qui vous donne à voir la Porta Romana, qui était une porte à triple arche, qui justement est romaine dans sa monumentalité, dont la réminiscence architecturale fait effectivement un arc de triomphe. Vous parliez des arcs de triomphe, c'en est un, par son emplacement, justement au débouché de la voie de Rome. C'est le seuil d'une romanité qui est poursuivie, et cette double arche renvoie de manière très lisible au modèle urbain, au modèle romain, dont on peut voir encore à Milan un vestige avec, non pas la Porta Romana, mais la Porta Ticinese. Alors, cette porte a été détruite après, disons, à l'époque napoléonienne, et il n'en demeure que quelques bas-reliefs qui se trouvent ici. Je vais vous les détailler dans le musée du Castello Sforzesco, et dont il est pas si facile d'ailleurs de reconstituer l'agencement. Donc ce que je vous propose est au fond une reconstitution hypothétique. Partons de ce que l'on voit. Vous voyez peut-être en haut de l'arche une plaque, et c'est la plaque commémorative qui nomme les 10 consuls élus pour l'année 1171. Leurs noms sont gravés, et la documentation publique du temps permet d'ailleurs de les identifier. Ils sont désignés comme consules rei publicae, qui est une sorte d'apax, parce que dans la documentation, on peut trouver consules civitatis ou consules communis, mais rei publicae, c'est d'une certaine manière une sorte de surenchère antiquisante pour donner vraiment, pour se raccrocher justement à l'Empire romain, enfin à la République romaine. Et donc tout dans la Porta Romana doit crier au seuil de la ville que Milan est la nouvelle Rome. Que cette nouvelle Rome, elle a été justement construite par l'expulsion de cette romanité factice dont s'autorise Frédéric Barberousse, mais que Milan, au fond, réactive plus anciennement en allant se raccrocher au socle de la République romaine. Alors, cette manière de, justement, d'expulser un passé récent, on peut là voir dans ce premier bas-relief, qui est assez étrange, dont on peine à définir strictement la signification. Je profite pour dire que tous ces bas-reliefs sont vraisemblablement situés à... C'est plus simple, pardon, j'insiste si on reste sur les images, parce que voilà, je vous remercie. Étaient situés à 1,90 m, c'est-à-dire obligeait... les gens qui ne font pas 1,90 m, il faut aussi penser à eux parfois, à lever les yeux. Et lever les yeux vers ceux qui nous regardent, c'est une définition assez crédible de ce que c'est que le pouvoir. Est-ce qu'il s'agit d'une figure du pouvoir ici? Ben oui, normalement, il a tous les insignes de la puissance, de la souveraineté. C'est quelque chose comme un empereur, il a une tiare, il a une couronne, il a les régalias, mais en même temps, il tord les genoux, dans une attitude qui est infamante, il a une sorte de dragon sous les pieds, et le fait de croiser les jambes est, dans la gestuelle médiévale, une façon de... un peu ironique, même peut-être souvent parodique, de jouer un roi de comédie. Bon. Donc le plus probable, il y a différentes hypothèses, mais le plus probable, c'est que les Milanais aient représenté ici, de manière parodique, un Frédéric Barberousse de comédie, comme un roi de carnaval.
et présenté donc à l'extérieur de la ville pour l'expulser, pour justement montrer qu'une enceinte, c'est ça. Une porte, c'est un seuil. C'est effectivement le va-et-vient de la vie sociale. Mais c'est d'abord la clôture d'une société. C'est une manière effectivement de sacraliser un espace. Et on sacralise un espace pour dire tout ce qu'on rejette. Et ce qu'on rejette, c'est effectivement l'agression impériale. C'est tout à fait logique. Il y a d'ailleurs une autre représentation qui se trouve pas là, mais parce que je suis pas sûr qu'elle soit intégrée au programme, mais qui n'était probablement pas loin, là, ce qu'on appelle la Pusterlatosa, qui est un peu plus loin à l'est, qui est une représentation franchement pornographique d'une femme, en fait d'une vieille femme, qui là encore est dans une posture qui est une posture humiliante, puisqu'elle soulève ses jupes et qu'elle montre ses parties intimes. C'est-à-dire qu'elle est littéralement obscène. Et l'obscénité, c'est le fait de sortir de scène. Et donc, d'une certaine manière, ces figures infamantes, sont des figures qui jettent hors de la scène civique ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on refuse d'avoir sous les yeux. Alors donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir sous les yeux. De quoi veut-on se souvenir lorsque, en 1171, les consuls de Milan ordonnent la construction d'un programme commémoratif qui est, je le répète, le premier programme commémoratif de l'art communal laïque qui va porter le souvenir d'un épisode qui est un épisode du passé récent. Eh bien, c'est ça. C'est donc... là, je vais parler de deux pilastres sur trois, parce que le troisième est perdu. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être ici, l'arche de gauche était murée. Et donc, vous voyez qu'on passe par... on voit un pilastre que je vais appeler le pilastre oriental, qui est pour vous à droite, le pilastre central, qui est là, complet, et puis il y en avait un, probablement, occidental. Là, je l'ai reconstitué sur ce schéma hypothétique, qui est perdu, et dont on peut simplement reconstituer hypothétiquement la composition. C'est une porte. Une porte, effectivement, c'est un seuil, et un seuil doit accepter un mouvement de va-et-vient, d'entrée et de sortie. Et si vous lisez, ça dépend où vous êtes, ma légende, vous voyez que de part et d'autre du pilastre central est représenté le retour des Milanais dans leur ville. Le moment, qui est le moment impressionnant, touchant, dont on voudrait se souvenir, où ils reprennent pied dans leur maison, où ils reviennent 5 ans après et ils retrouvent leur ville. Deux cortèges qui sont à la fois convergents mais séparés, puisqu'effectivement ils sont de part et d'autre du pilier. Alors, le premier, c'est celui on va dire, des laïcs. Ils reviennent avec à leur tête un évêque qui a une croix, et ce clerc qui conduit également le cortège militaire, il est désigné par une inscription comme Frater Jacobus, parce qu'il y a des inscriptions où il est deviné qui sont des inscriptions latines, et d'après un article récent de Maria Luisa Bottazzi, ça n'a peut-être identifié comme
Jacopus Abbas, c'est-à-dire l'abbé du monastère cistercien de Santa Maria in Morimondo, qui joua effectivement un rôle important de médiateur avec les pouvoirs impériaux pour permettre aux Milanais de rentrer dans leur ville en 1167, parce que voilà, on est aussi dans une situation politique qui a été très violente, mais cette destruction, elle n'est pas totale, c'est un rituel d'humiliation publique, tout ça est probablement négocié. Et vous voyez que, en fait, sa bannière, sa croix, est aussi une clé. Et cette clé, elle ouvre la porte, et la porte se nomme Mediolanum, et en fait, c'est la Porta Romana. Donc, il y a un effet Vasquiri, comme ça, qui fait que la Porta Romana est représentée dans la Porta Romana, et que ce dédale, eh ben, c'est justement celui de l'architecture. Et d'ailleurs, le sculpteur, il signe Anselmus, il signe, hein, 1171, Anselmus, et il se compare avantageusement à un autre dédale. Et évidemment, ce retour des Milanais dans leur ville, c'est aussi une louange à Dieu, et voilà pourquoi cette première scène, qui est la scène civile sous les volutes, eh bien, elle est rythmée par les louanges à Dieu. Nous psalmodions pour toi. De l'autre côté, c'est un autre rythme, plus saccadé, plus militaire. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les volutes courbes qui l'accompagnent, mais la scansion verticale des lances et des portes. Ce sont effectivement les soldats qui rentrent dans la ville, et ce cortège, ce défilé militaire, eh bien, il désigne sans doute déjà, sinon les deux ordres, du moins les deux composantes au fond de la société communale, le popolo et la militia. Tout va bien. On est dans une refondation de la ville. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le pilastre oriental. Parce que de l'autre côté, donc, de ce mouvement enveloppant, il y a des gens qui rentrent dans la ville, mais il y en a qui en sortent. Il y a une expulsion. On ordonne d'exclure d'autres. Faisons face donc à cette scène, qui est la scène de retour des Milanais. Pas celle-là d'ailleurs, celle-là, c'est-à-dire faisant face aux civils. Il y a l'expulsion. L'expulsion sur le pilastre oriental, comme un reflet inversé d'une marche hétéroclite de 18 personnages, hommes, femmes, enfants, portant dans les bras ou sur leur tête des baluchons, des paniers, des meubles, des animaux. La troupe est hétéroclite, mais quelque chose les rassemble dans le malheur. Ils portent tous une sorte de jupe rayée, à bande verticale, dont les travaux de Michel Pastoureau sur la rayure nous montrent que c'est là encore un signe infamant. On en a vu depuis, de ces cortèges désolés de réfugiés. Les voir aujourd'hui, pour nous, peut sans doute éveiller de la pitié ou de l'empathie. Mais si on essaye de voir vraiment cette image avec les yeux du XIIe siècle, alors probablement cette misère les accuse. Cette misère les condamne. On les traite de pouilleux. Et pouilleux, en haillon, en italien, ça se dit patarini, patarin. Et les patarins, c'étaient les fanatiques de la réforme contre lesquels, effectivement, la société précommunale au XIe siècle s'est construite, et c'est au fond un mouvement dissident. Il y a quelqu'un qui est en train, vous le voyez,
c'est mon camarade Saint-Ambroise, donc patron de Milan. Je dis mon camarade par plaisanterie, puisqu'effectivement j'ai consacré 15 ans de ma vie voilà, à essayer de travailler sur, pas continuellement, je vous rassure, sur la mémoire ambrosienne, comment les Milanais se sont donnés un saint patron, Ambroise, et qu'est-ce qu'ils entendaient par là lorsqu'ils disaient Ambroise? Qu'est-ce que ça veut dire d'agir au nom d'un passé très ancien qui ressurgit? C'est lui, Ambroise, qui, avec un bras droit surdimensionné et qui brandit un fouet, c'est lui qui chasse les Ariens. Il y a marqué Ariani. Ariani, entendez, hérétique. Je passe les détails. Je ne vais pas être trop long, mais ça renvoie à une hérésie très ancienne du IVe siècle, qui est une hérésie impériale, dont effectivement Ambroise a été l'infatigable pourfendeur. Donc c'est un souvenir historique. Et ce qui est marqué là en latin, ici, je crois que si vous êtes près de l'écran, vous le voyez, Ambrosius celeps absolit edes. Ambroise celeps, le célibataire. Entendez, celui qui défend justement le célibat des prêtres, qui est la grande affaire à ce moment-là, contre lesquels, effectivement, l'hérésie résiste. Ambroise, donc, chasse les... Alors quoi? Chasse les chasses de leur maison, Édesse, Ariani. Sauf que Ariani est frotté, et dessus, il y a Iudeis, les Juifs. Il y a une controverse. S'agit-il d'un palimpseste épigraphique? Certains le croient, notamment la meilleure spécialiste allemande, Andrea von Hülsen. Je ne pense pas que les arguments, disons, strictement épigraphiques soient déterminants. Et je pense surtout que ça ne change rien. Je pense que l'image, elle ne renvoie pas à une identification, mais elle joue sciemment d'une confusion. Elle dit les Juifs ou les Ariens. Mais c'est un peu pareil. Elle les confond. Au sens à la fois policier, toi mon petit gars, je vais te confondre, et logicien du terme. Qu'est-ce que Ambroise vient faire dans cette affaire? Pourquoi on va chercher Ambroise pour désigner effectivement cette ambiguïté d'une fondation qui exclut? Et pourquoi à ce moment-là les Juifs? Alors ça c'est facile, parce que effectivement on est dans un moment, dans les années entre 1140 et 1160, Dominique Young-April l'a bien montré, et avant lui Robert Moore, où s'invente une société de persécution qui confond les païens, les hérétiques, les juifs, plus tard les musulmans, dans une même opprobre. Et cette confusion des ennemis, elle crée effectivement la possibilité d'une fondation par exclusion. Pourquoi va-t-on chercher Ambroise pour dire cela? Eh bien, parce que je dirais qu'il est disponible. C'est-à-dire qu'il y a un passé disponible, qu'il n'est pas totalement incohérent de faire jouer à Ambroise ce jeu-là, ce jeu dangereux d'une exclusion confondante.
Ambroise apparaît bien ici comme un saint combattant qui assume énergiquement le devoir de violence, qui a, je l'ai dit, l'héroïsme du fondateur ou du refondateur, dont le combat est toujours à recommencer. Il concerne la pureté de l'Église, contre l'empereur, contre les Ariens, contre les Juifs, contre tous ceux qui, d'une certaine manière, viendront contester la clôture d'une société sur elle-même. Vous voyez que ça devient quand même moins sympathique, cette expérience communale. Mais on le sait, ce que ça veut dire, faire communauté. Et même faire commune. Ça désigne effectivement une clôture. Nous savons que la construction discursive de l'hérésie au XIIe siècle va effectivement jouer de ces ambiguïtés calculées qui assimilent les Ariens d'hier aux hérétiques d'aujourd'hui. Nous savons qu'Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être aisément enrôlé dans les combats de l'anti-judaïsme médiéval. Et dans le travail que j'ai achevé sur la mémoire d'Ambroise, j'essayais effectivement de réfléchir à ce passé disponible. Il y avait une blague des historiens soviétiques qui disaient au pire moment de la propagande d'État, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Parce qu'évidemment, pour justifier la politique d'aujourd'hui, on avait toujours la possibilité de retoucher les photos d'hier et de faire disparaître les références gênantes ou simplement inutiles. C'est moins vrai au Moyen-Âge. Bien sûr qu'au Moyen-Âge, l'autorité des maîtres est, disait Alain de Lille, un nez de cire, c'est-à-dire une patte molle qui peut être orientée dans toutes les directions où on souhaite aller. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne passe pas. En même temps, il y a un reste inassimilable. En même temps, il y a un passé qui ne peut pas être manipulé parce que, d'une certaine manière, au fond, il résiste à toute capacité de symbolisation. Tous les chemins mènent à Rome. On revient toujours au même endroit et Ambroise lui-même a thématisé cela. Et au fond, il y avait dans la politique ambrosienne d'Ambroise de Milan, le personnage du IVe siècle, quelque chose de fondamentalement lié aux origines de l'antijudaïsme chrétien. Ça renvoie. Cette Porta Romana, en 1171, renvoie ultimement à un très ancien événement, terrible, celui de décembre 388, par lequel Ambroise avait violemment contesté la décision de l'empereur Théodose, qui avait ordonné à l'évêque de Callinicum de reconstruire une synagogue incendiée par des moines. Des moines avaient incendié une synagogue à Callinicum. Aujourd'hui, c'est Raqqa, la ville martyre de Syrie. Et l'empereur avait fait ce qu'il devait faire, pas du point de vue de la morale, mais du point de vue du droit, du code théodosien. Il avait ordonné à l'évêque du lieu de reconstruire à ses frais la synagogue qui avait été incendiée par les moines. Et Ambroise, violemment, s'était opposé à Théodose et avec effectivement une rhétorique anti-judaïque. La synagogue est un lieu d'infidélité, une demeure d'impiété, un réceptacle de folie que Dieu lui-même a condamné, qui se trouve dans ses écrits. Voilà, c'est la lettre 74. Moi, je suis désolé, on ne peut pas faire qu'elle n'existe pas. Celle-là, on ne peut pas l'effacer de la photo soviétique. Elle est là et elle revient. Et dès qu'on en a besoin, on va la chercher. Et les fascistes, dans les années 30, ont été la rechercher. Et il y a un Ambroise fasciste, parce que ça s'est passé comme ça. Et déjà, vous voyez, ça recommençait
ainsi en 1171. J'ai été trop long et je voudrais un mot, s'il vous plaît, simplement encore une minute de patience pour que je puisse suggérer en quelques phrases, sinon une conclusion, du moins une perspective. L'interprétation que j'ai suggérée ici peut sembler bien incertaine. Elle repose sur l'idée que sont représentés sur les bas-reliefs de la Porta Romana des confusions, davantage que des désignations, des accidents de mémoire, des concaténations, bien plus que des souvenirs précis. En cela, je dirais que cette narration est à mi-chemin entre le récit d'une frise et le drame d'un chapiteau. Henri Faucillon disait que les Romains lissaient l'histoire comme une frise où effectivement le temps se déroule, alors qu'un chapiteau romain, d'une certaine manière, il froisse cette frise dans un point rageur parce que tout est dans la hargne d'un retournement qui vient, d'une certaine manière, de façon compacte, renvoyer les événements les uns aux autres dans des angles aigus et dans des rythmes entêtants. C'est ça, d'une certaine manière, le temps médiéval. C'est effectivement, oui, un art du recommencement. Donc, au fond, cette histoire, elle a plus l'allure d'un drame qui se noue que d'un récit qui se déroule. Ce qu'elle donne à voir, c'est le travail du temps, non pas le présent d'une histoire récente, ni la mémoire confuse des temps anciens, mais la manière dont le passé fait retour dans le présent pour l'éclairer au fond de la lueur obscure des origines, pas seulement pour le fonder. Le passé n'est pas simplement là pour assurer nos assises, pour fonder nos certitudes. C'est, je le répète, un soubassement qui n'est pas un commandement. C'est un sol friable. C'est une possibilité de retour de souvenirs anciens qui surgissent au moment du danger, disait Walter Benjamin, mais qui nous inquiète à ce moment-là. Il n'y a d'histoire que spectrale, que de fantômes. L'histoire est toujours une histoire de fantômes pour adultes consentants. Et ça a à voir, d'une certaine manière, aussi avec l'enfance. Et ainsi peut-on voir, je pense, quelque chose de moins flatteur pour l'œil, mais de plus inquiétant pour la conscience politique, dans cette ce commencement qui renvoie, vous voyez, à d'obscures origines, eh bien, en même temps, chassés de Milan, les Ariens d'hier et ceux d'aujourd'hui, les Juifs et les hérétiques, les ennemis d'Ambroise et ceux de la Commune, tous les indésirables, tous ceux qui doivent quitter les lieux pour que nous puissions nous y rétablir. Nous, chez nous, nous sommes chez nous, nous, les Ambrosiens, nous et pas les autres. C'est ça aussi la fondation. C'est ça aussi la communauté. C'est contre ça, sans doute, que toujours on doit armer l'histoire, si elle n'est pas l'art de l'acclamation des commencements, mais de l'émancipation des intelligences singulières. Je vous remercie de votre attention.